Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration d'une figure vraiment fascinante et, on peut le dire, assez déroutante du folklore marocain et même maghrébin. Aïcha Kandisha. Alors, démone séductrice avec des pieds de bouc, héroïne historique qui défie l'envahisseur, ou peut-être une comtesse maudite. Les histoires se mélangent, mais sa présence, elle, reste incroyablement forte. Oui, c'est une figure qui marque durablement l'imaginaire collectif, c'est certain. Et pour essayer de mieux la cerner, justement, on va s'appuyer sur pas mal de choses, des articles de fond, des témoignages vidéo assez saisissants, des extraits de recherches universitaires et puis des synthèses encyclopédiques aussi. Une approche assez large pour tenter d'y voir plus clair. Voilà. Le but ici, c'est pas vraiment de trancher, de dire ça, c'est la vérité historique et ça, c'est le mythe. C'est plutôt d'essayer de démêler un peu toutes ces versions, de voir d'où ça pourrait venir et surtout de comprendre pourquoi elles continuent de fasciner autant et parfois de faire peur. Bon, alors, on y va. Commençons peut-être par le portrait le plus classique, celui qu'on entend le plus souvent. Elle est décrite comment en général? Alors, le portrait qui revient le plus, c'est celui d'une femme, d'une beauté vraiment hors du commun. On parle souvent d'une peau très blanche, de longs cheveux très noirs, un regard magnétique, parfois décrit comme bleu, parfois noisette, des lèvres très rouges. En gros, l'archétype de la femme fatale, quoi. D'accord, l'image classique de la séductrice. Exactement. Mais, et c'est là que ça bascule dans l'étrange, voire le terrifiant, il y a ce détail, ses pieds. Ils ne seraient pas humains. Selon les versions, ce sont des pieds de chamelle, de chèvre, parfois de mule ou même carrément des sabots. C'est ce détail physique, souvent caché au début, qui la trahit et qui signale sa nature non humaine. Ah oui, cette histoire des pieds. C'est vraiment le point clé qui revient. Une beauté incroyable, mais avec ce détail monstrueux. C'est une image très puissante, déjà. Et cette dualité, on dirait qu'elle est au cœur du personnage, non? C'est tout à fait ça. Ce portrait de base contient déjà cette ambiguïté fondamentale. Un article de Zaman parle même de schizophrénie culturelle pour décrire Aïcha Kandisha. Elle balance constamment entre une possible figure historique, on y reviendra, et une entité surnaturelle, une djinnia. Une gigna. C'est-à-dire? Ben, les djinns, dans la tradition islamique, ce sont ces créatures faites de feu qui ne sont ni des anges ni des humains, mais qui peuvent interagir avec notre monde. Et Aïcha Kandisha est très souvent classée parmi les djinns, et disons pas parmi les plus sympathiques en général. Cette nature double, mi-femme, mi-autre chose, la rend particulièrement complexe et fascinante. Et sa réputation va avec, j'imagine. On dit qu'elle est une séductrice redoutable. Absolument. Elle apparaît surtout la nuit et très souvent près de l'eau. Les rivières, les marais, les sources, parfois même au bord de la mer. Elle utilise sa beauté pour charmer les hommes, surtout ceux qui sont seuls, isolés. Et ça se termine comment en général? Pas très bien, j'imagine. Non, clairement pas. Selon les histoires, soit elle les tue, soit elle les dévore carrément, soit elle les fait sombrer dans une folie dont ils ne reviennent jamais. Donc oui, la rencontre est souvent fatale, d'une manière ou d'une autre. Ok, ça pose le personnage. Mais alors, d'où peut bien venir une figure pareille? J'ai lu que les sources donnent plusieurs pistes, parfois qui se contredisent un peu. Il y a cette idée d'une noble portugaise, par exemple. Oui, c'est une première piste qu'on trouve, notamment dans l'article de Zaman. L'idée, ce serait qu'à l'origine, il y aurait eu une condessa, donc une comtesse portugaise. Le nom Kandisha serait simplement une déformation de condessa en arabe. Ah d'accord, tout simplement. Voilà. Elle aurait vécu à Safi, se serait mariée avec un notable marocain selon le rite musulman, et aurait donc pris le prénom musulman d'Aïcha. Et comme elle était exceptionnellement belle, et peut-être qu'elle ne se voilait pas comme les autres femmes de l'époque, eh bien ça aurait créé une sorte de fascination, de trouble, et les rumeurs auraient commencé à courir sur son pouvoir presque surnaturel sur les hommes. Une étrangère un peu trop belle et un peu trop libre pour l'époque qui aurait marqué les esprits. C'est une possibilité. Mais il y a une autre version, beaucoup plus ancrée dans l'histoire marocaine, celle de la résistante, non? Oui, et celle-là, c'est sans doute la version la plus répandue et aussi la plus chargée de sens. Elle situe Aïcha Kandisha au XVIe siècle, à l'époque où les Portugais occupaient certaines villes de la côte, comme Mazagan, qui est aujourd'hui El Jadida. D'accord. Dans cette histoire, Aïcha n'est pas une étrangère, mais une Marocaine. Son mari, ou parfois son fiancé, aurait été tué par les soldats portugais. Et pour se venger, elle aurait utilisé sa beauté comme une arme. Comment ça? Eh bien, elle se serait faite passer pour une femme, disons, accessible, pour attirer les soldats portugais dans des guet-apens, souvent la nuit, et là,
Elle les éliminait. Une sorte de piège mortel basé sur la séduction. Une sorte de Mata-Hari marocaine avant l'heure, en quelque sorte? On pourrait faire le parallèle, oui. Et l'hypothèse qui va avec, c'est que ce seraient les Portugais eux-mêmes, à la fois effrayés et sans doute humiliés par cette femme insaisissable qui décimait leurs troupes, qui auraient lancé la rumeur. La rumeur de la démone, de la sorcière aux pieds de chameau. Ah, pour la discréditer? Exactement, pour la diaboliser aux yeux de la population marocaine, pour faire peur, une sorte de guerre psychologique en fait, pour transformer une héroïne de la résistance en monstre. C'est intéressant cette idée qu'une figure historique de résistance puisse être transformée en légende terrifiante par la propagande de l'ennemi. Est-ce qu'on a d'autres exemples de ça? C'est un phénomène qu'on observe parfois, oui. Une des sources suggère une comparaison, mais avec prudence, avec l'Akaïna. C'est cette reine guerrière berbère qui a résisté à l'expansion arabe au 8e siècle. Son mythe est complexe aussi, bien sûr, mais il a gardé une dimension héroïque beaucoup plus forte, moins effrayante que celle d'Aïcha Kandisha. Pourquoi cette différence alors? Peut-être que la diabolisation d'Aïcha a été particulièrement réussie, si on peut dire. Peut-être parce que sa résistance passait par la séduction, une méthode jugée transgressive, surtout pour une femme à l'époque. Ça a pu faciliter sa transformation en figure démoniaque dans l'imaginaire collectif. Compréhensible. Et j'ai lu aussi qu'il pourrait y avoir des racines encore plus anciennes, qui remonteraient même à l'Antiquité. C'est la troisième grande piste, oui. Elle a été proposée au début du XXe siècle par un anthropologue finlandais, Edvard Westermark. Pour lui, Aïcha Kandisha pourrait être une sorte de survivance de culte bien plus ancien, pré-islamique, voire antique. Ah oui. Comme quoi par exemple? Il la rapproche de grandes déesses sémitiques, comme Astarté ou Ishtar en Mésopotamie. Des divinités très puissantes, très complexes, associées à la fois à l'amour, la fertilité, mais aussi la guerre, et parfois même la prostitution sacrée. D'accord. Et le lien avec Aïcha? Eh bien, ces déesses, qu'on appelait souvent la reine du ciel, étaient très fréquemment vénérées près des sources, des rivières, des points d'eau. Exactement les endroits où Aïcha Kandisha est censée apparaître. Donc Westermark suggère qu'Aïcha puiserait dans un fond mythologique méditerranéen et moyen-oriental extrêmement ancien et profond. Une comtesse, une résistante, une déesse antique. C'est fou, les origines possibles sont vraiment diverses. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est surtout son côté djinnia qui ressort, non? Dans les croyances populaires, les rituels. Oui, tout à fait. Dans beaucoup de croyances populaires et surtout au sein de certaines confréries mystiques marocaines comme les Gnawa ou les Hamacha, elle est clairement identifiée comme une djinnia, et une djinnia très puissante. Les Gnawa, les Hamacha, ce sont ces confréries connues pour leur musique, leur trance. Exactement. Ils ont des rituels très spécifiques avec de la musique, des chants, qui peuvent mener à des états de transe qu'on appelle la hadra. Et dans ce cadre-là, Aïcha Kandisha a une place très importante. D'ailleurs, elle a plusieurs noms selon les contextes. Ah bon? Lesquels? On l'appelle souvent Lala Aïcha. Lala, c'est un titre honorifique au Maroc qui marque le respect, presque la sainteté. Donc déjà, ça montre une certaine ambiguïté. On l'appelle aussi Molat El Marja, la maîtresse des marais, ce qui renvoie à son lien avec l'eau. Ou encore Aïcha Soudania, la soudanaise, ce qui la connecte au panthéon des esprits Gnawa, qui a des origines subsahariennes. Ou Aïcha El Hamdouchia, quand elle est liée plus spécifiquement au rituel des Hamacha. Lala Aïcha, ça sonne presque comme une sainte, donc elle n'est pas vue que comme une créature maléfique alors. Eh bien, non. Et c'est là toute la complexité. Dans ces rituels précis, Lala Aïcha peut être invoquée pour ses pouvoirs, qui peuvent être considérés comme bénéfices. On va la solliciter pendant une hadra pour aider à chasser des mauvais esprits, pour déclencher une transe qui peut être guérisseuse, ou même pour intervenir dans des problèmes de mariage, de fertilité. C'est surprenant. Ça l'est. Mais attention, elle reste une force très puissante, potentiellement dangereuse. Il faut l'apaiser avec les bons rituels, les bonnes offrandes. On parle souvent de pain sans sel, de sacrifier une poule noire, de lui offrir des olives, d'allumer des bougies de couleur particulière. Si on fait ça bien, elle peut se montrer protectrice ou guérisseuse pour ceux qui la vénèrent, mais elle reste redoutable. Fascinant cette dualité. Mais bon, pour le commun des mortels, qui lui chercherait plutôt à l'éviter, est-ce que les légendes disent comment faire, comment on se protège si on pense l'avoir rencontrée? Ah oui, le folklore est plein de recettes de protection. Une des plus connues, c'est qu'elle aurait peur du feu. Il y a plein d'histoires d'hommes qui, après avoir remarqué ses pieds bizarres, lui auraient échappé en brûlant leur turban ou un bout de tissu juste devant elle. Le feu comme répulsif, d'accord.
Une autre technique, c'est de planter un objet en acier dans le sol, un poignard, un couteau, et de s'y tenir fermement. L'acier est réputé pour repousser les djinns en général. Et puis il y a l'interdit classique, un peu comme pour Bloody Mary dans d'autres cultures. Il ne faut surtout pas prononcer son nom à voix haute 3 fois de suite devant un miroir, surtout la nuit. D'accord, des règles à suivre. Et ce qui est fou, c'est que au-delà de ces vieilles légendes, on a l'impression que la croyance, ou en tout cas la crainte d'Aïcha Kandisha, elle est toujours là aujourd'hui. Il y a des témoignages modernes qui sont assez troublants. Oui, absolument. Et c'est peut-être là qu'on voit le mieux à quel point elle est encore présente dans les esprits. Ces récits contemporains, qu'on les prenne comme des expériences surnaturelles vécues, des hallucinations collectives ou des manifestations de l'inconscient, ils sont souvent assez frappants. J'ai vu une vidéo qui racontait une histoire incroyable, celle de l'équipe de foot féminine Atlas 05. Apparemment, en pleine nuit, sur la route entre Agadir et Saouira, leur bus aurait croisé une femme très étrange, en blanc, avec des cheveux rouges vifs, plantée au milieu de la route. Ah oui. Oui, le chauffeur et le président de l'équipe l'auraient vue très nettement et auraient été super choqués. Et après, dans l'équipe, ça a été le débat. Est-ce que c'était une hallucination collective à cause de la fatigue ou est-ce que c'était Aïcha Kandisha qui est connue pour errer sur les routes isolées la nuit? Ce genre de récit de groupe est particulièrement intéressant parce que ça soulève la question de la perception partagée. Comment un groupe interprète un événement bizarre à travers le filtre de sa culture et de ses croyances. Tout à fait. Et puis, il y a des histoires plus personnelles, comme celle d'une certaine Salma, racontée dans une autre vidéo. Quand elle était ado, elle est allée explorer une vieille maison abandonnée avec ses cousins. Le classique lui hanté. Exactement. Et il tombe sur une pièce cachée, avec une odeur horrible, une sorte d'hôtel bizarre avec des os, des restes d'animaux, des symboles étranges. Ils sortent en panique, et là, ils sont interpellés par une vieille femme. Et ils remarquent qu'elle a des sabots aux pieds. Les fameux pieds. Oui. Mais le plus glaçant, c'est que cette vieille femme appelle Salma par un surnom hyper intime, Albitita. Un surnom que seule sa grand-mère, qui était décédée, utilisait. Alors la panique totale et le détale, poursuivi par le bruit des sabots. Waouh! Ce récit-là, il coche toutes les cases, hein. Le lieu abandonné, la figure de la vieille femme inquiétante qui pourrait être une autre forme d'Aïcha, les pieds caractéristiques et surtout cette connaissance surnaturelle d'un détail intime. C'est ça qui marque vraiment l'intrusion de l'étrange dans le réel. L'heure. Il baisse les yeux vers sa montre et là, il voit ses pieds. Pieds de chèvre ou sabots selon les versions. Il relève la tête, elle a disparu. Oui, ça c'est un grand classique de ce type de rencontre surnaturelle. Tous ces témoignages, ça montre bien qu'Aïcha Kandisha, c'est pas juste une légende d'autrefois. Elle continue d'habiter l'imaginaire et peut-être même le vécu rapporté de certaines personnes aujourd'hui. Et cette persistance, on la voit aussi chez des gens qui se disent possédés par elle. Oui, c'est un autre aspect. Une vidéo présente le témoignage d'une femme qui explique comment, selon elle, Lala Aïcha est entrée en elle. Elle décrit les changements de comportement que ça entraîne et surtout le besoin impératif d'accomplir certains rituels comme préparer ce fameux pain sans sel ou offrir une poule noire pour rester en équilibre, pour apaiser l'esprit qui l'habite. Elle parle aussi de la difficulté d'en parler autour d'elle, de la peur d'être jugée. C'est lourd à porter. Alors, face à tout ça, comment on peut interpréter cette persistance des croyances aujourd'hui? Il y a des lectures psychologiques, sociologiques. Oui, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. D'un point de vue psychologique, Aïcha Kandisha peut servir d'exutoire à des angoisses profondes. La peur de la séduction féminine, vue comme dangereuse ou incontrôlable. L'angoisse face à l'inconnu, face à la folie aussi. La maladie mentale est parfois interprétée comme une possession. Elle peut aussi être un symbole pour des traumatismes, qu'ils soient collectifs, comme la violence coloniale dans la version résistante, ou plus personnelle. D'accord. Certains chercheurs parlent même, un peu comme pour la figure elle-même, de schizophrénie mentale de la société, qui vit très bien avec la rationalité moderne d'un côté et ses croyances surnaturelles très ancrées de l'autre. Et puis il y a aussi des croyances plus spécifiques, comme celle mentionnée dans un témoignage des enfants Zouri. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enfants qui, selon la croyance, naîtraient avec des signes particuliers sur les mains, dans les yeux, qui les rendraient plus sensibles, plus connectés au monde des esprits ou plus vulnérables à leur influence.
C'est une croyance distincte d'Aïcha Kandisha, mais qui participe de cet univers où le surnaturel peut interagir avec le quotidien. Donc on est loin du simple croque-mitaine pour faire peur aux enfants, finalement. Aïcha Kandisha, c'est un symbole culturel vraiment majeur. Ah oui, indéniablement. C'est une figure d'une richesse incroyable, avec tellement de couches de signification. Elle est profondément ancrée dans l'imaginaire marocain, mais aussi plus largement maghrébin. Elle fait partie du paysage mental en quelque sorte. Et est-ce qu'on peut la comparer à d'autres figures similaires dans le monde Bien sûr, on peut la rapprocher d'autres figures féminines surnaturelles qu'on trouve un peu partout. Lilith dans la tradition hébraïque, qui est aussi une figure de démone séductrice et rebelle. Les dames blanches en Europe, qui apparaissent souvent près de l'eau ou sur les routes, la nuit. La Nadara en Égypte, une sorte de sirène du Nil qui attire les hommes. Chaque culture a ses figures qui cristallisent des peurs et des fascinations locales. Et qu'est-ce qui fait la spécificité d'Aïcha Kandisha, alors? Peut-être justement sa complexité extrême, le fait qu'elle soit à la fois séductrice et monstrueuse, résistante et démone, parfois sainte et dangereuse. Cette ambiguïté permanente la rend particulièrement apte à refléter les tensions de la société qui l'a créée et qui continue de la faire vivre. Les rapports hommes-femmes, la mémoire de la colonisation, la question de la sexualité, le mélange du sacré et du profane. Tout ça semble se condenser en elle. Et cette force culturelle, on la retrouve aussi dans les arts, j'imagine, en musique par exemple. Ah oui, énormément. Son nom a été carrément adopté par un groupe marocain pionnier de la fusion rock-gnawa dans les années 80-90, Aïcha Kandisha's Jarring Effect. Des groupes plus traditionnels comme Djil Jilala l'ont aussi chanté, et plus récemment, elle continue d'inspirer. Une jazzwooma comme Leila Olivesi, des rappeurs comme L'Obsédé, ou même des jeux de mots comme la chanteuse Lala Rami avec son titre Aïcha Candy Shop. C'est drôle. Oui. Et puis, bien sûr, elle reste une figure centrale dans le répertoire des grands musiciens gnawa, comme le maître Hamid El Kasri. Ils l'invoquent lors de leur lila, ces nuits de rituels musicaux et de trance. Et au-delà de la musique, elle a aussi marqué le cinéma, la littérature. Tout à fait. Il y a eu plusieurs films qui portent son nom ou qui s'en inspirent très directement, notamment 2 films d'horreur intitulés Kandisha, un sorti en 2010 et un autre en 2021. Il y a aussi un film de 2006, Elle, qui, sans la nommer explicitement, raconte l'histoire d'une femme persécutée par une entité féminine qui ressemble énormément à Aïcha Kandisha. Et en littérature. Elle a laissé une empreinte très forte aussi. On pense bien sûr au personnage fascinant et transgressif d'Arouda, qui est largement inspiré d'elle, dans le roman du même nom de Tahar Benjeloun, et il y a même un écrivain saoudien, Ghazi El-Ghozaibi, qui lui a consacré tout un roman, El Djinia, la Djinia, où il imagine une histoire d'amour entre Aïcha Kandisha et un humain. C'est incroyable de voir comme ça cette figure unique, elle traverse les époques, les genres artistiques. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, on a une figure avec tellement de visages différents. Démone assoiffée de sang pour certains, sainte qui guérit pour d'autres, héroïne patriote dont l'histoire a été déformée, incarnation des peurs masculines. Elle est vraiment insaisissable en fait. C'est exactement ça. Et c'est sans doute cette polyvalence, cette capacité à incarner des aspects aussi contradictoires de l'expérience humaine et de l'histoire collective, qui fait sa force et qui explique pourquoi elle dure. Aïcha Kandisha, c'est pas une légende figée dans le marbre. Elle est sans cesse réinterprétée, réactivée par chaque génération, par chaque artiste, par chaque nouveau récit. Elle continue d'évoluer. Voilà. Elle cristallise des peurs très anciennes, la peur de l'eau sombre, de la nuit, de la femme fatale, mais aussi des désirs peut-être cachés, des questions sur l'identité, sur la frontière entre l'histoire et le mythe, entre ce qu'on voit et ce qui est invisible. Sa vitalité prouve qu'elle reste pertinente, qu'elle sert encore à penser le monde aujourd'hui. Et pour conclure, alors, peut-être une question à laisser flotter. Qu'est-ce que la popularité, la persistance d'une figure aussi ambivalente, aussi, complexe qu'Aïcha Kandisha, qu'est-ce que ça nous dit sur les tensions souterraines, les désirs qui ne s'expriment pas, ou peut-être les besoins psychologiques profonds qui traversent la société marocaine contemporaine? Une vaste question. Une question à méditer. Voilà qui conclut notre exploration de cette figure incroyable. Merci de nous avoir suivis.